Les champignons, ma biche, c'est comme les hommes. Rien ne ressemble aux bons comme les mauvais. Ainsi s'exprimait l'humoriste Gavarni dans les années 50, celle de 1850. C'était à Paris, où, depuis Henri IV, on avait appris à cultiver un certain agaric, là où il se trouvait bien, dans les catacombes. On l'appela le champignon de Paris. Il arriva souvent dans la nature qu'on le confondit avec l'amanite phalloïde, reconnaissable pourtant à sa volve autour du pied. Soupçonné d'avoir empoisonné 3 empereurs, dont 2 romains et un germanique, une impératrice de Russie et un pape, sans compter la moitié d'un couvent. Ce qu'on nomme couramment champignon n'est que l'organe reproducteur de certains d'entre eux, plus perfectionné que les autres, destiné à produire des spores et à mourir ensuite. En somme, le chapeau est au champignon ce que la fleur est à la plante. L'un des plus suggestifs, le Phallus impudicus. On l'appelle aussi satyre puant. Au lieu d'un chapeau, il a un capuchon gluant qui dégage une odeur horrible pour l'homme et délicieuse pour les mouches. Pour les attirer, il pourrit en produisant de la putrescine et de la cadavérine qu'on retrouve dans les cadavres animaux. Attirées, les mouches mangent les spores du champignon et les rejetteront ailleurs, à moins qu'elles ne les emportent collées à leurs pattes. Le phallus impudique naissant d'une sorte d'œuf, les Anglais l'appelèrent œuf du diable. On croyait au Moyen-Âge que le réseau de filaments souterrains, c'était les racines du champignon. En fait, c'est le champignon lui-même, ce qu'on appelle le mycélium. Un champignon, c'est un service secret. Ce n'est pas le chapeau, c'est le réseau qui compte. C'est bien pourquoi, si ce réseau est laissé en place, il pourra produire un nouvel organe sexuel. Dans le cas où c'est un chapeau, les spores sont libérés par-dessous, par exemple entre des lamelles. Ce champignon des prés largue 100 000 spores toutes les heures pendant 5 jours. S'il travaille du chapeau 8 heures par jour, cela fait 4 millions de spores en une semaine ouvrable. Une spore de champignon ne mesure souvent pas plus d'un centième de millimètre. Elle est capable de germer pour produire un autre mycélium qui refera un chapeau et ainsi de suite. Mais au fait, un champignon, est-ce une plante? Il n'a pas de chlorophylle pour faire la photosynthèse, ce qui, pour avoir droit à la carte d'identité végétale, est la condition sine qua non. Au moins, direz-vous, accordons-lui le statut de membre associé du règne végétal. Alors là, ça dépend. Les polypores, par exemple, sont trop polis pour être honnêtes. Ils s'attaquent, pour les parasiter, aux vieux arbres affaiblis ou blessés. Il y a des champignons agresseurs de personnes âgées. Bref, des loupards.
Ce ne sont pas toujours d'ailleurs les plus mauvais pour l'homme. Les Français appellent celui-ci oreille de noyer. De son vrai nom, Pleurotus ostreatus, le pleurote en huître. À l'état sauvage, il parasite les arbres. On sait maintenant le cultiver sur des mottes de paille. Quand il est adulte, il libère des millions de spores qu'on distingue ici sous la forme d'un léger nuage. Quant à celui-ci, parasitant un faux être de Patagonie, il est mangé par les Indiens Araucans et porte un nom célèbre, le champignon de Darwin. Il n'y a pas que les parasites. Il y a les détrousseurs de cadavres, ceux qui s'emparent des arbres morts et les font retourner à la matière minérale. Évidemment, quand l'homme s'intéresse au bois mort, le champignon n'est plus son copain du tout. Si vous avez suivi la première série de l'aventure des plantes, vous vous rappelez peut-être comment le bourdon, par l'intermédiaire du trèfle, des mulots, des chats, des vieilles demoiselles et aussi des vaches, peut être considéré comme étant à l'origine de la puissance de la marine britannique. Or, voici le deuxième épisode. Comment elle fut vaincue par un champignon. Non par celui dont le chapeau envahit longtemps les plaines européennes, et dont on sait bien qu'il dut renoncer à l'Angleterre après Trafalgar, mais par l'ennemi héréditaire de la marine en bois, Merulius lacrimens, le mérule pleureur. Non seulement ce champignon n'a pas de chapeau, mais il n'a pas de forme. Épousant celle du bois qui l'attaque, le mérule avance inexorablement un cotonneux et tâtonneux ourlet. Peu à peu, ainsi, il s'étale et finit par manger le bois. Et le bois s'effondre. Et le mérule végète. Et quand il végète, il pleure. Il a l'air alors de se lamenter sur son sort. Il y a de quoi. La nature le condamne à ne prospérer que là où c'est noir, humide, confiné et en bois. Or, sur ce point, la flotte de Nelson avait tout pour lui plaire dans ses cales et ses entrepôts. De quoi, pour le mérule, en pleurer de joie. De quoi, pour l'amiral, en pleurer de rage. L'enjeu de la bataille, en 1805, était la première force navale du monde. D'abord, le Victory, le navire de Nelson. 120 canons, 45 mètres de quille, coque en chêne à double revêtement, ce qu'on pouvait faire de mieux pour l'amiral et pour le mérule. Toute la flotte de Nelson en était la proie, au point qu'il l'appelait sa Crazy Fleet, et s'attendait en permanence à ce que l'un ou l'autre de ces glorieux vaisseaux fasse une dépression à la moindre contrariété. Hâtivement construits, avec des bois insuffisamment secs, des unités comme le formidable 110 canons s'écroulaient aussi vite qu'on les construisait. Telle fut l'implacable lutte entre deux incompatibles amoureux de la marine britannique. L'amiral, un dur impassible, les meilleurs. Le mérule, un mou agressif, les pires. Comment, devant son insistance, la marine pouvait-elle rester de bois? Plus que la force des canons, c'est ce champignon qui obligea les hommes à construire des navires en fer.
Nous sommes en Guyane. Chaleur, humidité. Une équipe de l'aventure des plantes, venue filmer des arbres pour un autre épisode, trouve, au bout de 48 heures, la valise de la caméra couverte de moisissures. Surtout sous les tropiques, mais aussi partout dans le monde, des milliards de spores de moisissures, invisibles, microscopiques, n'attendent que l'occasion rêvée pour germer. Elles développent des filaments, faisant monter ces boules qu'on appelle des sporanges, qui finiront par éclater pour projeter d'autres spores. Et ainsi de suite. « 200 000 moisissures connues jusqu'à présent dans le monde, auxquelles il convient d'ajouter leurs petites camarades les levures. Fermentation des fromages, de la bière, du pain et du vin, fabrication des antibiotiques, mais aussi destruction des récoltes, pollution mortelle, ponts de bois qui s'écroulent, vitraux rongés qui meurent. Les champignons sont là. On a découvert que certains d'entre eux s'attaquent aux insectes vivants. Une simple spore commence par se poser sur la victime, puis développe des filaments qui la pénètrent. Le malheureux est dévoré vivant par l'intérieur. Pour finir, le champignon ressort de son cadavre et le momifie, le couvrant d'un linceul qu'on dirait de neige. De là à cultiver ce champignon et à le pulvériser sur des pucerons, par exemple, il n'y avait qu'un pas. Imaginez qu'on en trouve un qui momifie les gens. Mais voici, en faveur des plantes, une autre alliance entre l'homme et le champignon. Il faut d'abord rappeler que les racines des plantes finissent en radicelles, munies de poils chargés d'absorber les sels minéraux. Ce ver microscopique est un nématode. Il est en train, au moyen d'une sorte de paille dont il est muni, de vider de sa substance l'un des poils d'une radicelle de betterave. Non seulement les nématodes épuisent les racines, mais ils peuvent leur communiquer des virus mortels. Le problème est que ces vers filiformes, longs d'1 millimètre au maximum, sont ainsi des milliards à travers le monde, à ravager les récoltes. Or, on a trouvé des champignons braconniers qui chassent les vers à l'affût. Vivant dans le sol, sous forme de réseaux de filaments, ils fabriquent des pièges pour les attraper. Le microcinéma nous permet d'assister à un safari de laboratoire au cours duquel on lâche les vers devant les champignons, comme on le fait pour les faisans à Rambouillet. D'abord, voici le champignon qui piège à la glu. Il fabrique des boutons adhésifs qui l'enduit d'une supercolle. Le ver, englué, se débat.
Aussitôt, on constate qu'à l'intérieur du champignon, ça bouge. Un courant afflue vers l'endroit de la capture de manière à assurer la prise en renforçant l'adhésif, tout en commençant à digérer la proie. Plus spectaculaire encore, voici le champignon qui attrape les vers au lasso. Sur le passage des vers, il dispose des anneaux formés de 3 cellules. L'une des 3 est sensible. Au moindre contact, elle déclenche la fermeture du garrot. Ça y est, j'en ai pris un. Ah non, fausse alerte. Ouh là là. Cette fois, c'en est un. Et il est gros. Pas loin d'1,5 mm. Le plus extraordinaire est que ces champignons ne fabriquent leurs pièges que lorsqu'ils se trouvent en présence du gibier, et en plus de celui qu'ils aiment. Car chaque type de champignon a son espèce de ver dans le collimateur. Du coup, on les élève et l'on vend aux agriculteurs des champignons vigiles personnalisés. Il y a donc des champignons agresseurs de plantes et d'autres qui les protègent. Quoi d'autre? Il y a ceux qui les épousent. L'amanite tue-mouche pousse ici en cercle autour d'un bouleau pour tricoter, avec les filaments de son mycélium, une sorte de manchon autour des racines de l'arbre afin de leur prendre du sucre. Beaucoup de champignons font ainsi. Ne sachant pas faire la photosynthèse, ils profitent des arbres qui, eux, savent la faire. Ce n'est pas du parasitisme, au contraire, c'est un mariage dont les arbres profitent aussi. Ils puisent dans le sol beaucoup plus de sels minéraux que si le champignon n'était pas là. De plus, celui-ci leur mâche le travail en rendant la nourriture assimilable avant de la transmettre aux racines. Et n'importe quel champignon n'aime pas n'importe quel arbre. Et vice-versa. Allez savoir pourquoi le tilleul, par exemple, un si bel arbre, s'est entiché d'un champignon obèse à la peau verruqueuse, d'où son nom, scléroderme. Et comment se fait-il qu'une chanterelle ait convaincu le sapin Abies firma de ne pouvoir vivre sans elle, alors qu'elle ne se gêne pas pour le tromper avec des feuillus? Quant à la truffe, malgré sa réputation de fidélité au chêne pubescent, il lui arrive de succomber aux attraits du charme. Par contre, si un champignon a du mérite à être fidèle, c'est bien celui-ci. Boletus elegans, le bolet élégant. Il ne veut unir son sort qu'au mélèze et à personne d'autre. Au point de le suivre, a-t-on dit, comme le dauphin suit le navire. Bernard Boulard, mycologue distingué, a imaginé des annonces matrimoniales telles que celle-ci pour un épicéa d'Amérique du Nord exilé en Europe. Picea sitchensis, installé loin de son pays d'origine, sur un sol ingrat, ressent un besoin de collaboration. Amanite, girolles seraient les bienvenus. Boletus edulis, ami des sols silicieux, très accommodant, accepterait de lier son sort avec les racines d'un sapin, ou d'un pin, ou d'un chêne, quoique sa préférence irait au châtaignier. Mais voici sans doute les êtres les plus étranges qui soient sur Terre.
Si les champignons ne sont pas vraiment des plantes, les myxomycètes ne sont pas vraiment des champignons. Ils mènent carrément une double vie, tantôt champignons, tantôt animaux. Cela commence par une spore qui germe, comme celle d'un champignon. Mais voilà, elle devient une amibe. La voici qui se gave de bactéries comme elle avalerait des frites. Bref, des mœurs alimentaires typiquement animales. Mais voilà qu'un peu plus tard, quand il n'y a plus de bactéries, les amibes se rassemblent pour former, en perdant totalement leur identité, une sorte de magma qu'on appelle un plasmode. Comme si, affamés, tous les habitants d'un pays convergeaient vers les villes pour ne former qu'un seul individu. De chaque ensemble s'élèvent des conteneurs chargés de l'avenir de l'espèce. Ils sont remplis de spores qui seront emportés par la pluie ou le vent vers d'autres contrées, où elles auront à nouveau des chances de germer, comme des spores de champignons qu'elles sont, puis de repasser au stade animal en redevenant des amibes qui recommenceront le cycle. Mais le plus fantastique, le voici. Vu de près et en accéléré, ce champignon mi-animal a comme des artères qui battent. On nourrit le monstre avec une lamelle de gros champignons. En 3 jours, il la dévore entièrement. Une fois repu, il s'étale pour aller chercher fortune ailleurs. Si les champignons sont le 3e règne, ni animal ni végétal, il est quant à lui les deux. Il nous fait comprendre que les divisions de nos manuels scolaires ne sont que des rails de l'esprit et que la nature déraille sans arrêt. En fait, il n'y a qu'une seule vie, infiniment plus complexe que nos schémas simplificateurs. Devant quel être vivant sommes-nous là, avec ces artères qui battent? On ne sait pas pourquoi.